c'est parti. Bienvenue dans un nouveau tuto de C'est moi Didi sur comment faire un AMV à ma sauce, c'est-à-dire avec mon workflow. On va explorer plusieurs pistes, donc des workflows qui me sont plus proches et plus naturels pour moi, mais aussi quelques workflows qui sont, comment dirais-je, populaires mais que je n'applique pas moi-même. Je vais quand même aborder ces sujets-là. Tout d'abord, il va falloir trouver une idée, un concept, une musique, quelque chose qui nous permette de démarrer l'AMV. Alors personnellement, souvent l'inspiration vient en trouvant une musique, même sans trouver une musique, juste j'écoute des musiques et certaines musiques m'inspirent plus que d'autres et je me dis je vais faire un AMV dessus. Mais il y a aussi des idées ou des concepts plus abstraits qui peuvent vous aider à commencer un AMV. Genre, j'ai une idée par exemple, j'aimerais un AMV avec des personnages qui n'ont pas de main, n'est-ce pas? Ou alors j'aimerais que la vibe soit plutôt violette et romantique. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous déclencher l'envie de faire un AMV et le premier pas pour entrer dans la production d'un AMV. Ça dépend vraiment des gens. Donc n'hésitez pas à, par exemple, regarder d'autres AMV pour vous inspirer. C'est très efficace. Je ne sais pas s'il y a une méthode plus efficace que ça. C'est carrément comme si tu veux faire un film, et bah tu regardes plein d'autres films et tu vois comment c'est construit, etc. Mais après, on peut aussi aller sur des sites comme Binance ou Pinterest, ou plein d'autres sites avec des références, des créations qui ne sont pas directement des AMV, mais qui sont quand même des créations visuelles qui peuvent nous inspirer quelque chose. Vous pouvez passer sur ce genre de site si vous avez accès, et si c'est plus dans votre style de trouver des concepts ou des références. Du coup, sur ces sites, vous pourrez trouver des photographies, des dessins, des peintures, plein de choses qui seront sûrement très inspirantes pour vous. Après avoir trouvé le point de départ de votre AMV, il y a une étape qui est très chiante, c'est l'étape des DL, c'est-à-dire qu'il faut se procurer des sources, des animés, pour pouvoir simplement les éditer. Je vais donc vous expliquer ce qu'est un fichier RAW. Donc un fichier RAW, comme on l'appelle dans les AMV, c'est un fichier qui n'a pas de sous-titres. Donc on peut en trouver, notamment sur nia.si, le site change assez fréquemment. Il y a une catégorie qui s'appelle RAW. C'est-à-dire ici, si je fais RAW et que je recommence ma recherche, et ben on n'a que des animés qui n'ont pas de sous-titres, qui ont initialement pas de sous-titres. Donc c'est ce qu'utilisent les fansubs par exemple pour y ajouter leurs sous-titres français après, ou langue qu'ils veulent. Il y a d'autres sites que Nia, mais je les connais pas perso. Mais on va venir au deuxième point. Les sources de nos jours sont souvent codées en MKV, et le MKV, comme le MP4 ou plein d'autres formats, permettent d'accueillir des sous-titres dans un fichier différent. C'est-à-dire que vous avez le fichier vidéo, et par-dessus, vous avez une piste sous-titres. Ça nous intéresse parce qu'on peut, grâce à des logiciels, supprimer ces sous-titres et tout simplement se retrouver avec un fichier qui n'a plus de sous-titres. Si vous ne trouvez pas sur Nia ou quoi que ce soit, ou que vous ne voulez pas aller là, et ben vous pouvez tout simplement télécharger vos animés et vérifier que le sous-titre est à part. Donc en général, quand c'est un MKV, c'est que le sous-titre est à part. Et vous allez pouvoir commencer à les réencoder pour que tout simplement il n'y ait plus de sous-titres. On va revenir sur ce point et sur certains logiciels d'encodage pour enlever ces sous-titres juste après. Télécharger des musiques, c'est pas évident. Personnellement, moi je suis un sauvage et je télécharge tout depuis YouTube avec des convertisseurs MP3. Voilà, je cherche pas plus loin. Donc là, vous pouvez vous dire, ouais, je vais aller voir un tuto sur comment des musiques en bonne qualité, parce que là, c'est un point noir de mes connaissances, je ne sais pas trop comment on fait. Mais bon, on va passer au dernier point de la recherche des sources, c'est-à-dire trouver des footage, des overlays, tout ce que vous voulez, des templates, etc., etc. Ça va beaucoup dépendre de vos envies pour le clip, mais globalement, les overlays, vous pouvez les chercher sur YouTube, en fait. Vous allez sur votre YouTube, vous tapez overlay, et là vous allez, en tapant cette recherche, vous allez tomber sur plein d'overlays de vieux films, et si vous avez de la chance, vous allez tomber sur des mots-clés qui vous permettront de rechercher plus précisément et sur Google d'autres sites qui vont vous permettre de vous procurer des overlays de qualité. C'est souvent aussi de personne à personne que ça se fait. Par exemple, moi j'ai un gigapack, j'ai fait un gros pack d'overlays sur mon Google Drive avec tout plein de choses dedans. Donc si vous avez vraiment du mal à trouver des sources, n'hésitez pas à m'en demander. Les overlays, hein, je parle. Une fois qu'on a fait ces recherches de sources, qu'on a notre animé, qu'on a notre musique, simplement, et qu'on a potentiellement des overlays qui vont bien avec notre concept, on passe à la pré-production. C'est-à-dire qu'on va commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et moi, ce que je conseille, c'est de commencer par la création d'un dossier. Un bon dossier pour votre projet AMV, par exemple. Imaginons que je crée un dossier. Nouveau dossier, je dis AMV tuto. Je rentre dedans, il n'y a aucun fichier, enfin aucun dossier, je vais en créer 4 au moins. Celui pour votre logiciel de montage, qui est pour moi Premiere, c'est là-dedans que je vais mettre son projet. On fait un nouveau dossier pour After Effects, un fichier
pour les exports, donc tout type de rendu ça ira là-dedans. Et un dernier dossier pour les sources. Si vous importez des sources spécifiques pour le projet, il vaut mieux le mettre à la racine du projet, en fait. Vraiment à côté du... Comme ça, vous le perdez pas, et c'est plus rapide. Et une fois que vous voudrez, par exemple, changer de place le dossier, et ben tout sera dedans. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez en créer à l'infini des dossiers. Bon, faut pas abuser, mais si vous avez, par exemple, je sais pas, des images, ou d'images à faire, faites un dossier image, etc. Mais moi, ça... Considérez ça comme un sous-dossier de source, par exemple. Hop, si je mets dans source, ça me perdra pas. Une fois qu'on a fait ça, on peut structurer toutes nos idées qu'on a eues un peu au hasard avant. C'est-à-dire qu'on a une musique, on a trouvé notre animé, mais on a besoin un peu de trier nos idées. Pour ce faire, je vais voler un logiciel qu'Alexis a utilisé dans un des behind the AMV. Regardez, c'est le behind the AMV sur Limbo, avec Cyrose et Fnalex. N'hésitez pas à aller voir, parce qu'on va parler d'un logiciel qu'ils utilisent, qui s'appelle PureRef. On l'ouvre. Ça n'a aucun sens, pour l'instant c'est une page vide. Mais en fait, ce qui est très pratique avec cette page vide, c'est qu'on peut y ajouter plein d'images. C'est comme un fichier Photoshop qui n'aurait pas de dimension. Donc imaginons que je vais dans mes images. Hop, il y a des images bizarres, genre il y a David. Alors, et imaginons j'ai envie de faire un AMV sur les chiens, sur les doges. Et bah par exemple, je peux tous les prendre, les ajouter, et ils vont tous s'agencer. Et comme ça, si par exemple je voulais faire Dodge qui se transforme en Happy, je mets les Happy à côté. Et là, on peut commencer à ajouter des titres. Genre, comment on fait? Je ne sais plus. Donc là, j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas quoi faire. Quand on fait un clic droit dans le vide de PureRef, nous pouvons ajouter une note. Une note qui est tout simplement un texte. Et on place ce texte au-dessus du Dodge. Et on peut le copier-coller, par exemple, et mettre là et mettre Happy. Il y a un P ou deux P, je ne sais pas. Et là, tout simplement, on va pouvoir naviguer entre les deux groupes d'images, qu'on peut, bien entendu, remettre à certaines échelles, etc. On se retrouve avec un tableau où on a plein d'images qui peuvent potentiellement nous intéresser par la suite pour garder une ligne directrice. C'est très pratique quand on fait quelque chose de complexe qui va s'étaler sur longtemps ou avec quelqu'un. Comme ça, on peut partager le document avec lui et il va pouvoir avoir les mêmes références que nous, par exemple. Très pratique. D'ailleurs, j'ai sauvegardé dans Source, on n'oublie pas. Mais il n'y a pas que ça. Préparer ses idées, sa structuration, ça va aussi passer par une écoute prolongée de la musique. Et potentiellement un cut audio qui va servir à raccourcir la musique ou à carrément rajouter des moments qui n'existaient pas, mais là on va plutôt se concentrer sur le fait de raccourcir la musique pour concentrer nos efforts. Donc pour ce faire, je vais ouvrir Premiere Pro. Donc là, imaginons j'ai choisi une musique. On va prendre une musique bien au pif, là dans mon dossier musique. Par exemple, ceci. Je copie et je viens coller dans Source ma musique, comme ça elle est tout proche. Et on va devoir créer un projet avec notre logiciel de montage. Pour moi, c'est Premiere, donc je vais tout simplement lancer Premiere Pro. Une fois Premiere Pro lancé, on va se retrouver à une étape de création de projet. Donc on fait nouveau projet, et dans Premiere Pro, on doit remplir quelques informations avant de commencer. Là, j'appelle mon projet tuto AMV. Je vais décider de son emplacement, c'est-à-dire, moi j'ai un truc projet AMV là ici, AMV, Premiere Pro, le dossier qu'on a créé tout à l'heure, et on fait enregistrer. Il n'y a rien d'autre à faire, on fait créer. Une fois qu'on a lancé Premiere, on se retrouve avec un espace de travail qui est peut-être différent pour vous, mais globalement ça va ressembler à ça. Et tout simplement, je vais aller chercher ma musique dans Source, je vais glisser ma musique dans le projet. On aurait pu aussi double-cliquer et aller le chercher à la main. Là, je l'ai glissé un peu sauvagement parce que, imaginons, bon là c'est simple, il n'y a qu'un seul fichier, mais imaginons que j'ai genre 500 fichiers, tous bout à l'autre, ça va pas être possible. Donc on va aussi créer des petits dossiers où ranger nos fichiers qu'on importe. Globalement, on va sur le petit dossier qui est tout en bas, nouveau chutier, et on va créer par exemple un truc qui s'appellera musique. Waouh, incroyable. Je glisse ma musique dedans, mais je vais faire les autres au passage. Je vais faire un dossier pour les séquences qui sont les timelines, hein, tout simplement, et un dossier pour les sources. Et dans ce dossier source, je vais mettre un dossier anime. Et carrément, dans ce dossier animé, je vais mettre opening ending. Parce que je sais que c'est ça que je vais importer, mais par exemple, on pourrait vouloir clipper un mono animé, genre SNK, juste des opening ending. Donc voilà, ça commence à se structurer, on sauvegarde. Et donc là, on a besoin d'une séquence pour pouvoir découper notre musique. Pour ce faire, on fait un clic droit sur la musique, on fait nouvelle séquence à partir de l'élément. Voilà, c'est pas très important de faire comme ça, mais vous le faites à votre manière. On se retrouve avec une timeline. On agrandit un max la piste du son. Et on va venir écouter la musique. Pour pas que ça nous casse les oreilles, je vais diminuer légèrement le son, qui est à 53, je vais le mettre à 3.
Donc là, on voit que le format est vertical, mais on s'en fiche totalement. Là, c'est vraiment juste pour écouter la musique. Donc vous allez écouter la musique, trouver des points de cut intéressants. Hop, par exemple, imaginons ici, ici. Je le fais pas parce que ça dépend vraiment de chaque musique. Et là, on va pouvoir voir la structure de la musique en mettant une coupe à chaque endroit où on sent potentiellement une répétition. Je suis allé sur Audition, et en fait, le moyen de cutter automatiquement sur Premiere existe. Nous sommes en 2024, incroyable. Donc je découpe, j'enlève les cuts de ma musique, je vais faire un clic allongé, c'est-à-dire un maintien du clic gauche sur cet outil, et aller prendre son sous-outil qui s'appelle l'outil de remixage. Une fois cliqué, vous avez ce petit logo, une petite note de musique. Donc il vous suffira d'aller choper le bout de votre musique, et de la réduire à la durée que vous voulez. Imaginons je veux du 2 minutes 15. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, l'élément va être analysé, et une nouvelle fenêtre va s'afficher, comme ce qu'on voit à l'écran, et il va tout simplement nous faire, si on clique sur la musique dans la timeline, nous avons toutes les informations ici. On peut ouvrir l'option Customize, et voir qu'on peut gérer le nombre de segments possibles, et le nombre de variations qu'on veut. Et on peut aussi changer la durée ici, mais on peut changer à la main ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter le premier cut, juste pour voir. Correct. Et le cut de fin, juste pour voir. Incroyable. Là, on a un cut de musique qui a été fait en simplement diminuant la taille de la musique. Et Premiere Pro a fait tout le travail. Voilà, ça c'est une option qui peut vous permettre d'avoir des choix annexes, alternatifs à votre propre cut audio, ou complètement remplacer le cut audio et vous faites uniquement via cet outil. Là, je vous ai appris à comment on fait un cut audio, soit à la main, donc en trouvant les moments clés, et à l'oreille, on voit qu'il y a deux refrains qui se suivent, enfin deux refrains qui sont identiques, des couplets qui se ressemblent énormément. On cut, on fait du montage audio, quoi. Ou alors on utilise cette manière plus automatisée qui s'appelle l'outil de remixage en Premiere Pro. Mais c'est bien joli tout ça, mais on a juste une musique là sur une timeline et c'est vertical. Pourquoi on veut pas ça nous? Et bien pour ce faire, on revient un peu dans le passé et on va s'occuper de nos rushs. C'est-à-dire que là on a des rushs qui ont des sous-titres encore. Typiquement, si je vais dans mon dossier d'animé, j'ai des animés avec des sous-titres. Alors c'est pas Bleach, Boku no Hero, c'est du MKV par exemple ici. On va aller chercher une saison. J'ai l'épisode 1, voir que les sous-titres sont présents, mais si déjà dans VLC je vais dans sous-titres et que je choisis la piste de sous-titres, on voit qu'il y a deux pistes de sous-titres possibles. Tous les logiciels de lecteur vidéo, il y a souvent cette option quand on fait un clic droit, qu'on va dans les menus, il y a un menu sous-titres, et on peut voir à l'avance si la piste sous-titres est séparée ou non. Si vous n'avez aucune option, c'est que les sous-titres sont incrustés dans l'image, donc on peut rien faire, mais si vous avez plusieurs options, ou au moins une option, c'est que les sous-titres sont détachables. Il y a plusieurs logiciels pour faire ça, et pour s'occuper du dérush. Il y en a qui font les deux à la fois, et il y en a qui font séparément. Moi, personnellement, je fais d'abord l'encodage de mes sources sans sous-titres, et ensuite, je les dérush. Donc on va commencer par le logiciel un peu historique des AMV pour faire du dérush, VirtualDub. Donc là, je vous l'ouvre. Tous les liens de ces logiciels gratuits et plus ou moins open source, ça dépend desquels, mais en tout cas, des logiciels gratuits sont disponibles dans la description, les 4 suivants. Donc VirtualDub, Handbrake, Flutter Encoder, Avidemux. Donc là, vous avez votre interface de VirtualDub 2. Vous pouvez tout simplement glisser l'épisode dedans. On va resize la taille en 30%. Et si vous allez à je sais pas quel frame, il est censé y avoir des sous-titres là, par exemple. Et en fait, il les a enlevés automatiquement. C'est-à-dire qu'il les prend pas en compte tant qu'on lui aurait pas dit. Et là, vous pouvez mettre des points in et des points out, des points d'entrée et de sortie, comme ça, par exemple. Comment ça marche? J'utilise pas du tout VirtualDub, donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Imaginons cette scène, bam, on met un point in, point out. Et là, on va sûrement faire file, export, etc. Vous trouverez moult tutos sur comment utiliser VirtualDub. Personnellement, je veux juste lui rendre honneur, mais je ne l'utilise pas et je ne le conseillerais à personne. Et on va commencer à rentrer dans les logiciels que j'ai utilisés. Handbrake. Handbrake, c'est un logiciel d'encodage, un peu à la manière de Media Encoder ou quoi, mais qui accepte les MKV. Il faut savoir que les logiciels Adobe n'acceptent pas le MKV. Donc là, si je glisse mon fichier dans le logiciel, il va l'analyser. On ne pourra pas cutter dans le logiciel, mais on pourra venir dans sous-titres. En fait, on suffit cliquer sur nettoyer et il n'y aura plus de sous-titres. Après, vous pouvez aller dans vidéo et choisir tous vos bons settings, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à quel encodeur vous voulez utiliser, à quel framerate vous voulez que la source soit. Donc là, on fait souvent la même chose que le fichier d'origine, donc on veut un framerate constant, bien sûr. Et en qualité, c'est donc plus le chiffre de qualité est bas, plus il est placebo. Placebo, ça veut dire qu'il est comme un duplicata du fichier que vous avez déjà de base. Alors que faible qualité, ça sera très encodé, très compressé.
Nous, ce qu'on va essayer de viser, c'est plutôt entre 10 et 5. On revient dans le résumé, toujours un MP4, tout va bien, et on va choisir la destination. Donc on va en parcourir tout en bas à droite. Imaginons que je le veuille dans mon dossier d'AMV. Hop, go, mes sources, et là par exemple, je pourrais faire un dossier animé comme ça, je sais qu'ils sont encodés. Là, je fais enregistrer, et pour lancer ceci, on est sur le gros bouton play avec écrit démarrer l'encodage. Donc voilà, un tour bref et rapide de Handbrake. Maintenant, on va passer à un logiciel qui fait, on va dire la même chose, mais de manière plus open source et de manière plus efficace, surtout en temps de rendu. Ce logiciel s'appelle le Encodeur. Je vais vous l'ouvrir. C'est un logiciel tout à fait gratuit et en plus qui est open source. Et on va faire la même manipulation, sauf que cette fois, on arrive direct dans un menu où on peut déposer plusieurs fichiers. Donc là, si je vais dessus et je mets les 13 fichiers, ils se mettent beaucoup plus rapidement déjà dans l'interface. Il suffit que je les sélectionne tous, que je choisisse une fonction, par exemple le H264, le MP4, et là on va retrouver une interface similaire à VirtualDub, parce qu'on peut par exemple définir des points in et out ici, et encoder uniquement certains bouts de l'animé. Si je fais ça, il va encoder que le bout que j'ai entouré ici. Une fois que j'ai fait ça, à droite, on peut définir les paramètres, sauf qu'il y a du débit audio automatique, et du débit vidéo automatique aussi. On voit un petit VBR à droite. Ça veut dire que la qualité sera variable selon les scènes. Ce que ça veut dire, c'est pas qu'il va mal encoder certains bouts. Il va être plus léger sur certains bouts qui sont moins nécessiteux en encodage, c'est-à-dire des images fixes, etc. Je conseille de quand même cliquer et de faire un encodage constant. Et on voit que le fichier va peser 900 MO. On peut regarder et comparer à l'original qui fait 1,45 Go. Donc là, on peut se dire qu'on va mettre un peu plus fort. Et si je fais meilleur, on voit tout de suite que le fichier va prendre plutôt 3 Go, ce qui n'est pas mon objectif. On va mettre bon. Et en bon, on se rapproche du poids initial, c'est-à-dire 1,7 Go pour 1,45 Go de base. Là, on est bien, on met en bon. Et on peut aller dans ajouter des sous-titres, mais pas besoin. En fait, de base, il nous les enlève. Il ne prend pas en compte la piste sous-titres. On a juste à définir un dossier d'arrivée. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais c'est le bouton modifier ici. On fait modifier. On va dans projet AMV tuto, et on va dans source. Anime Enco, c'est ça. Et là, il y a une dernière astuce qui, si vous avez une bonne carte graphique, va vous sauver la vie. C'est accélération matérielle. Vous allez choisir NVIDIA NVENC. Ceci va dupliquer votre... Enfin, ça va vraiment aller très très vite grâce à ça. On peut juste voir ce que ça donne, par exemple, en faisant démarrer la fonction. Si je démarre la fonction, qu'est-ce qui se passe? Je veux écraser les fichiers, oui. Et là, il va commencer l'encodage. Et là, on voit qu'il nous prévoit une simple minute pour encoder un épisode de 30 minutes. Donc vraiment, là, ça va très très vite. Par rapport à d'autres logiciels d'encodage qui peuvent mettre un certain temps à transcoder, là, ça va très très vite. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça sert à rien, mais vous voyez que dans une minute, ça sera fini, là. Ça va très très vite. Avidemux vous permet d'enlever les sous-titres sans réencoder. Il est un peu contre-intuitif, mais si je dépose qui est dans Avidemux, voilà. Une fois que vous l'avez ouvert, le fichier est très très grand. Hop, on réduit un peu la taille de la fenêtre. Et nous, ce qu'on veut, c'est sortie de la vidéo, la même chose. Sortie audio, la même chose. Format de sortie, on veut plutôt du MP4, hein, bien sûr. Format de sortie, on va mettre MP4 Muxer. Ce qu'on va toucher pour plus avoir de sous-titres, c'est apparemment rien. C'est-à-dire que là, je suis prêt. Et je vais donc lancer. On va devoir lancer l'encode en faisant le petit fichier enregistré. Je me mets dans le même dossier, par exemple. Et je mets le même nom, sauf que cette fois, ce sera en fichier .mp4. Si je fais enregistrer, en moins d'une minute, il m'aura ressorti l'épisode en version sans sous-titres. Le fichier a été créé, il fait presque, il fait le même poids en fait, à quelques mots près. Donc là, si j'ouvre le fichier de l'épisode 1, théoriquement, il n'aura plus de sous-titres. Voilà. Donc voilà, 4 logiciels qui vous permettent de dérusher, entre guillemets, mais plutôt de préparer vos rushs à être dérushés. Mais le vrai dérush, moi je le fais sur Premiere Pro. C'est aussi faisable sur tous les logiciels de montage. Juste vous montrer à quoi ça ressemble, ma technique. Donc une fois qu'on a nos rushs encodés, je vais prendre quelques openings par exemple. Imaginons j'ai que besoin de ça, c'est une petite track de merde que je dois faire. On a des fichiers sans sous-titres qui sont là dans notre fichier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas m'amuser à faire n'importe quoi. Je vais faire comme avec la musique. Je fais un clic droit sur l'animé. Et je fais une nouvelle séquence à partir de l'élément. Je viens la renommer Derush. Non, je vais la renommer Derush Opening. Je la glisse dans le petit chutier de séquence qu'on a créé exprès pour ça. On voit que la séquence est apparue à droite avec notre opening dedans, au bon format, avec le bon framerate, etc., etc.
Je vais tout de suite muter le son, parce que c'est chiant. Mais moi, ce que je veux, c'est tous les mettre dedans. Donc je vais tous les sélectionner et les drag and drop, tout simplement. On voit qu'il y a des différences de taille. Vous voulez harmoniser, vous sélectionnez tout. Faites un clic droit et ajustez à la taille de l'image. Ça va ajuster votre rush, tous vos rushs d'ailleurs, à la dimension de la séquence. Qui est d'ailleurs ici, réglage de la séquence. On est sur du 4K, car l'opening de mob, je l'ai upscale. Il fait que la timeline est 4K, mais les rushs sont en Full HD. C'est pour ça qu'ils apparaissaient plus petits comme ça. C'est pas grave, c'est pas un problème. Si vous avez décidé de faire votre AMV en 4K, il faudra agrandir vos sources. Mais une fois qu'on est là, en fait, j'ai créé cette timeline qui s'appelle dérush plutôt que montage, parce que moi j'ai envie de dérush dans ma timeline. Donc moi ce que je fais, c'est que je verrouille en général la piste vidéo quand j'ai tout importé, et je viens tout sélectionner ou faire un CTRL A pour supprimer le son. Le son, ça va me casser les couilles plus qu'autre chose. Certains feront comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont lire la vidéo et vont ajouter une coupe à chaque fois qu'ils pensent que c'est bon. Sauf que depuis un certain temps, les options permettent de sélectionner vos rushs, je vais en sélectionner qu'un, et de détecter les coupes de cette vidéo. Cut. Et donc on clique une fois sur cette option, et on va appliquer une coupe à chaque point de coupure détecté. C'est-à-dire que dès qu'il va détecter un changement de scène, il va couper le rush. Voilà. Et là on se retrouve avec l'opening découpé scène par scène. Parfois il fait trop de coupures, mais souvent il les réussit bien. Là par exemple il n'a pas réussi à faire le cut. On rajoute un. Bref, vous avez compris le principe. C'est pour se retrouver avec quelque chose qui ne fasse pas simplement un gros bloc comme ici. Ça nous permet d'éviter pas mal de clics. Pardon. Et donc, c'est ready to dérush. Hein. Moi, ma technique, tout simplement, c'est de venir zoomer à peu près comme ça dans la timeline et de mettre sur les pistes plus hautes les scènes qui me paraissent importantes. Imaginons, je veux absolument cette scène de Galaxy, je vais la remonter très haut, même dans une piste qui n'est pas encore créée. Genre, on va dire que c'est la niveau 4, celle-là. Mais, imaginons cette scène, je suis pas sûr de l'utiliser, mais elle est quand même potentiellement intéressante, je vais la mettre au niveau 1. Et ainsi de suite, donc cette scène je l'aime bien, niveau 4, niveau 1, cette scène de pigeon je l'adore, je vais le mettre niveau 4. Et on se retrouve comme ça avec une sorte d'escalier de priorité, et comme ça on peut commencer déjà à utiliser les scènes qui sont tout en haut, puis celles qui sont au niveau en dessous, etc. pour arriver aux scènes non intéressantes en dernier. Vraiment en cas d'extrême urgence quoi. Et là c'est vraiment les scènes que j'ai envie de placer tout en haut. Donc ça c'est un peu ma manière de marcher, d'ailleurs souvent je change la couleur de chaque opening. Par exemple, lui, je le mets en libellé pourpre. Et par exemple, lui aussi, je vais le mettre en pourpre, c'est le même animé. Mais par exemple, là, c'est un autre opening ici, c'est une autre série. Et je vais la mettre dans un autre libellé, genre bleu. Et par exemple, celle d'après, je vais aussi la mettre dans un libellé, genre par exemple vert. Ce qui permet de différencier les sources dans du Various. Si c'est pas du Various que vous faites, c'est pas essentiel. Parce que si vous avez la même source, vous allez plutôt créer des couleurs par rapport au thème, ou par rapport à l'ambiance, ou par rapport à quel moment vous voulez mettre dans la MV, quoi. Là, on se retrouve avec une timeline qui ressemble à ça. Si je fais un Various, moi, ça ressemble à ça, en fait, ma timeline. C'est-à-dire qu'il y a chaque source qui est séparée par la couleur, par ordre d'importance aussi. Je vais choisir ces scènes plutôt que les scènes qui sont en dessous, quoi. Plutôt que celles-là. Et ça sur à peu près 1 heure. Enfin, ça dépend de combien de rush j'ai envie d'avoir. Et vous remarquez que c'est quand même assez compliqué de naviguer dedans. La première va nous faciliter la tâche en rendant les fenêtres dockables. C'est-à-dire que chaque fenêtre peut être déplacée à un autre endroit du logiciel. C'est-à-dire que si je viens et je la glisse en haut, ma timeline est passée en haut. Et si ce que je veux après c'est faire le montage, et bah bam, je me retrouve, imaginons j'ai rien fait, je me retrouve avec ma timeline avec du son qui est vide, et je peux venir, en zoomant sur la timeline du haut, je peux venir d'une timeline à l'autre, les glisser, déposer, tout simplement. Et du coup, c'est comme ça que je dérush, moi. Ensuite, pour en finir avec la partie encodage et préparation des sources, nous allons parler de l'incontournable presque maintenant, Topaz Video AI, qui est pour nous. À quoi sert ce logiciel? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Topaz, qui a d'abord un plugin sur Photoshop, je vais vous montrer à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'on va pouvoir upscale, dénoiser, c'est-à-dire enlever du grain, certaines sources qui sont trop nulles, de mauvaise qualité, tout simplement. Cette source est en Full HD. Je la glisse dans le logiciel qui s'appelle Topaz. Mais là, moi, ce que j'aimerais, c'est l'upscale. Plein de méthodes possibles, on peut le faire à la main et trouver les bons paramètres soi-même. Moi, j'ai utilisé un des templates qui s'appelle Scarab Preset, qui est un template de Scarab. Mais sinon, on peut faire, par exemple, upscale to 4K. Bam, on choisit ce paramètre. Le framerate est un peu bizarre, donc je vais le mettre en 25 plutôt. Et là, on veut pas de frame interpolation, on veut juste du enhancement, c'est-à-dire comment on pourrait dire ça, de l'enjolivement. Donc là, on choisit quel modèle IA on veut. Mais du coup, là, moi, je ne connais pas grand-chose, hein, et on veut pas ajouter de noise. Donc là, on est content. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une preview pour se rendre compte de qu'est-ce qu'il va nous faire sur notre image.
Donc on clique sur le petit bouton Preview, et là il va calculer genre sur 7 secondes à quoi ça ressemblerait. Et vous allez voir que le principe des doubles écrans est très utile. Mais voilà, là si je zoome, mon gros pif, on voit la différence directement. C'est-à-dire que les traits sont redevenus non pas des escaliers mais des traits. Donc on peut dire ça pour la bouche, même pour l'ombre, pour tout. Mais voilà, on peut venir vérifier ce que ça a fait en faisant ça, en zoomant et en regardant. Là on voit clairement la différence, c'est-à-dire que là c'est des gros pixels dégueulasses, et là c'est devenu une image correcte. Et de loin on ferait presque pas la différence, mais on zoome un peu et on voit tout de suite que ça a fait un travail exceptionnel. Il y a plusieurs manières d'utiliser le logiciel, c'est-à-dire soit vous convertissez toutes vos sources dont vous allez avoir besoin en 4K directement, soit vous le faites après votre montage, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre montage, vous passez tout votre montage dans Topaz, et comme ça, votre blog vidéo sera entièrement en 4K. C'est moins précis, mais c'est moins long à rendre que si vous rendez tous vos épisodes avant. Ça, c'était le petit logiciel démoniaque qui va tuer votre PC. Et je crois qu'on a fait le tour de comment dérush et encoder ses sources. Une fois qu'on a cuté notre musique, trouvé un concept, une idée, qu'on a dérushé par rapport à cette idée, il va falloir commencer le montage. Et le montage, c'est une étape très complexe, parce qu'elle est très personnelle et fluctuante selon la volonté qu'on fait. C'est-à-dire qu'en effet, on peut le faire de manière très technique, alors que le montage, ça peut être très artistique et marcher quand même. Donc moi, ce que je conseille, c'est la musique en boucle, bien évidemment. Moi, ce que je fais, c'est que j'écoute la musique en boucle quand je dérush, comme ça, je suis toujours dans la même ambiance. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est écouter en boucle et voir quelles phases sont importantes ou non. Là, on se retrouve face à un montage V1 qui est complètement bordélique parce que je pose un peu au pif. Et là, c'est un peu l'inverse de mon dérush. C'est-à-dire, plus c'est haut, moins c'est sûr de rester. Et plus c'est bas, plus je sais que je vais les laisser dans la version finale. Alors, quand on a notre dérush, on va pouvoir venir créer une timeline à partir de la timeline de dérush, par exemple. Si je veux une timeline qui ressemble à mes rushs, je vais dupliquer ma timeline de dérush. Et je viens la renommer, par exemple, montage AMV. Une fois que j'ai créé ma timeline, je viens la double-cliquer. Et là, en fait, on a tous nos rushs parce qu'on a dupliqué de l'autre timeline. Hein. On fait un CTRL A à supprimer. Et au moins, la timeline, elle sera exactement au même setting que votre timeline de dérush, qui a été bien créée pour vos rushs. Hein. C'est-à-dire bon framerate, bonne dimension. Donc là, il faut que je réimporte la musique, bien sûr, bien évidemment. Donc je vais dans mon truc de mix. Je copie-colle tout simplement le son. Et là, par exemple, il s'est mis dans la mauvaise piste. J'ai juste à le remonter d'une piste, hein, tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre cette piste unique. C'est-à-dire qu'on va que l'entendre, elle, en cliquant sur le petit S à gauche. Et je vais verrouiller avec le petit cadenas pour pas du tout toucher au mix quand je fais mon AMV. La musique est figée, là. Je ne toucherai plus à la musique, mais j'ai besoin de la voir en grand pour voir les pics audio et voir les synchros assez évidentes, on pourrait dire, pour les marquer ou justement les esquiver à dessein, quoi. C'est-à-dire que parfois on peut esquiver un bit évident parce qu'on marque quelque chose de plus subtil ou qu'on a envie justement de créer la rupture. Mais là, par exemple, je vous parle de ça, c'est une des théories du montage, c'est-à-dire on cut sur les bits importants. Mais, comme toutes les règles, une fois maîtrisées, elles sont faites pour être brisées. C'est-à-dire qu'on va aller à contre-temps, par exemple, ou faire des trucs qui sont pas intuitifs, mais qui peuvent avoir un effet bien plus efficace qu'un cut classique, quoi. Moi, j'ai une étape qui s'appelle l'ours. C'est vraiment, tant que j'ai pas fini la timeline, c'est un ours. Là, c'est l'ours 1, et vous voyez que c'est rempli de trous, et il y a beaucoup de scènes en haut. Là, on voit par exemple qu'il y a cette scène, je sais pas si on a accéléré un peu. Ah, il y a une scène qui est pas là au final, voilà, bam, bam. Là, il y a un trou noir, etc. Donc là, c'est un peu la foire au test. Moi, ce que je fais en Various, c'est que je teste toutes mes scènes que j'ai mis au niveau le maximum pour le plus haut, là, dans mon dérush en haut. Et j'essaye de toutes les placer. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit un arc-en-ciel, un bordel de couleurs, parce que ça veut dire qu'il y a une grande variété d'animés. Et par exemple, ici, on voit qu'il y a 3 scènes du même animé. Et ben, j'en ai pas mis plus parce que c'est déjà beaucoup 3 scènes d'affilée sur le même animé dans un Various. Instinctivement, on se dit que ça va créer un truc hétérogène, mais en fait, l'hétérogénéité d'un Various crée son homogénéité. C'est-à-dire que si vous changez de scène toutes les 3 secondes, enfin d'animé, et ben c'est beaucoup plus facile de les fondre entre elles. Si vous faites toute une séquence sur Boruto, par exemple, et ben ça va être difficile de passer à un autre animé après parce que vous auriez habitué le spectateur à voir beaucoup de Boruto. Donc ça, c'est une de mes théories, par exemple, du montage Various. Et ne pas trop mettre de scènes identiques de la même source à la suite. Bien sûr, comme toutes les règles, ça peut être cassé. Vous pouvez faire une séquence entièrement sur un seul animé, ça se trouve, ça marchera hein, dans certaines conditions. Testez, en fait. Mais moi, je le conseille pas pour un débutant. Là, on peut voir, par exemple, ça ressemble à ça, et le dernier ours que j'ai fait ressemble plutôt à ça. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de scènes au dernier niveau, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de scènes qui sont définitives. Et je passe au montage une fois que tous les trous sont bouchés. Là, j'ai plus aucun trou. Et donc, une fois que j'ai fini de boucher tous les trous, je passe au montage, qui ressemble beaucoup à la dernière version de l'ours. Et j'ai fait un montage V2, je crois que j'ai pas beaucoup plus
de montage que ça, et voilà. La V2, elle est toute propre, toute sur une ligne ou deux, elle est prête à être envoyée dans After Effects. D'ailleurs, dans Premiere Pro, un tips qui peut beaucoup vous aider, c'est les raccourcis clavier. Dans tous les logiciels Adobe, dans Préférences, on a un petit paramètre raccourci clavier qui vous montre carrément le clavier et vous pouvez chercher les options que vous voulez mettre sur différents raccourcis clavier. Ça, c'est vraiment quand vous êtes niveau moyen ou intermédiaire ou supérieur. Quand vous êtes au tout début, essayez de vous familiariser avec les raccourcis clavier classiques. Dans la description, on vous donnera tout simplement la page Adobe avec tous les raccourcis clavier. J'en ai pas de particulier à vous démontrer là, c'est vraiment très personnel. Et n'hésitez pas à taper quels sont les 10 meilleurs raccourcis clavier sur Premiere Pro. Et il y a plein de gens qui s'amuseront à faire des vidéos de 5 minutes dessus. Donc là, je vous ai montré un peu comment je montais pour un Various, c'est-à-dire que je suis beaucoup en mode je teste toutes les scènes que j'ai dérushées, mais dans un mono animé, c'est beaucoup plus structuré en général. C'est-à-dire que vous avez ou dans un truc à concept, un AMV à concept, vous allez beaucoup plus vouloir mettre des scènes particulières à certains endroits, et du coup ça structurera votre montage différemment. C'est-à-dire que vous allez mettre les scènes clés en premier, c'est-à-dire celles qui vous ont aidé à construire votre... celles que vous pensez qui vont aider à la compréhension de votre story ou de votre ambiance, et après vous allez enrober ça d'autres scènes. Mais vu que je le fais pas, je peux pas vous démontrer comment ça marche. Donc, sans plus tarder, on a fini notre montage là, au calme, mais on aimerait faire plein d'effets spéciaux. Quoi de mieux pour faire des effets spéciaux qu'After Effects? On remarque que dès l'ouverture de mon After Effects, j'ai une suite de dossiers qui est affichée ici. Pour ce faire, c'est tout simple. Vous allez dans Édition, Préférences. Une fois que vous êtes dans les préférences, il y a un onglet Nouveau projet et vous pouvez sélectionner un projet After Effects comme votre projet template. Dès que ça s'ouvrira, ça ira chercher ce projet et ça vous l'ouvrira tout simplement. Et donc vous partez directement avec des dossiers types. Moi en dossier type, j'ai cela, c'est-à-dire que j'ai le dossier composition et composition. En dehors, j'ai footage, image et source. C'est important parce que dans After Effects, si vous voulez revenir dessus sur un élément ou quoi, si vous mettez tout en bordel, et ben ça va être très chronophage au final, alors que là, juste ranger dans les bons dossiers au bon moment peut gagner énormément de temps. Donc là, je vais enregistrer le projet After Effects tout fait dans mon projet AMV Tuto AE. J'enregistre, j'appelle ça AMV Tuto Home. Donc là, le projet est enregistré, c'est très important. Et pour passer de Premiere à After Effects, il y a plusieurs tricks. Déjà, je vous conseille d'encoder votre mix audio, parce qu'il va très mal gérer les fondus audio, etc. Là, j'ai mon montage fini, qui est sur 2 timelines. Plus vous avez de pistes, plus ça va être galère de le ranger dans After Effects. C'est bien. Donc vous pouvez tout sélectionner dans votre timeline, faire un clic droit et faire le fameux remplacer par une composition dans After Effects. Vous pouvez essayer cette méthode. Et il faut bien que vous ayez votre fichier After Effects ouvert, sinon il va vous ouvrir un fichier After Effects et ça sera chiant. Donc là, vous avez votre fichier After Effects avec vos petits dossiers qui sont bien créés et qui est ouvert. Vous faites remplacer par une composition After Effects. Et là, tout simplement, il va créer une séquence dans After Effects, une composition, qui va accueillir tout notre montage. Si je mets en plein écran la composition, voilà. On se retrouve avec un escalier assez grand qui représente le montage. Là, toutes les scènes y sont, toute la musique y est, on est bien. Et là, vous vous retrouvez avec un bordel monstre dans votre fichier. Je vous conseille vivement de créer un petit dossier, je l'appelais comment? Page, non? Dans Source, et je vais mettre tout dans Source. Parce que là, c'est pas possible, il y a trop de rush partout, je réduis le dossier pour pas qu'il s'ouvre à chaque fois. Ah, je range tout dedans. Source, hop, 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 dans Source. Dans mon dossier Source, il y a tous mes rushs, avec les précomptes qui vont avec. On remarque que là, qu'il y a des petites scènes qui sont perdues en haut, et en fait, c'est les scènes qui étaient sur le calque numéro 2. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord faire une ligne, et après l'autre. Là, on a de la chance, il n'y a que 4 footage, donc on va les déplacer vers le bas, qui soient au bon endroit, genre ici. Poup, je sélectionne celui-là. Et là, une fois que vous avez qu'un seul escalier sans autre scène, vous pouvez sauvegarder, faire un CTRL A, et si vous avez mis des marqueurs partout, faites clic droit sur un des marqueurs, supprimez tous les marqueurs. Comme ça fait un bel escalier sans rien. L'intérêt de cette technique, c'est que vous voyez, on a la possibilité, par exemple ici, on peut rajouter de la longueur de la scène ou la réduire. La réduire, on pouvait, même si c'était un rendu, mais si c'était un rendu figé, notre scène, on pourrait pas l'agrandir, c'est-à-dire on pourrait pas la rallonger. Là, grâce aux Dynamic Links, on a vraiment le rush de base, c'est le montage qu'on a dans After Effects. Une fois qu'on a fait ça, tout devient rose dans Premiere. Conseil de faire un CTRL Z pour garder votre montage en sécurité, parce qu'après, vous allez devoir mélanger le son et si vous faites des intros, des outros, etc. On va revenir dans Premiere après. Mais là, ce qu'on veut, nous, c'est voir un peu comment s'organiser dans After Effects. Il y a une autre possibilité pour passer dans After Effects, c'est de tout sélectionner, de faire un CTRL C, de créer soi-même sa composition,
qui est sûrement passé dans source. Je fais une séquence qui soit à la bonne dimension, ce qui s'appelle une composition dans After Effects, et je viens tout simplement CTRL-V dedans. Ça va me faire la même chose. Regardez. Boum, ça a fait exactement la même chose. On a l'escalier, il a tout réimporté en mode bordélique. Et nous, ça ne sert à rien parce qu'on a déjà fait le clic droit dans première et qu'on a obtenu ceci. Je pense que c'est plus simple, personnellement. Donc là, fini première, on le réduit et on est dans After Effects. Une fois dans After Effects, vous allez pouvoir appliquer tout type d'effets pour faire des transitions, des colorimétries, des rotoscopies. On verra certains tips de manière plus détaillée dans d'autres vidéos, voire des shorts sur une technique précise à la fois. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout d'After Effects, hein. Je vous dis juste comment on est passé de Premiere Pro à After Effects. Une fois que vos effets seront faits, vous n'allez pas faire le rendu final depuis After Effects, mais depuis Premiere Pro. Donc on va tout simplement faire un rendu très lourd depuis After Effects, rendu sans perte de qualité, par exemple en Apple ProRes 4.2.2, qui est largement suffisant pour des animés et ce qu'on en fait. Et ça va être un fichier plutôt lourd, et ce fichier plutôt lourd, on va le glisser dans After Effects. Alors imaginons prendre un export de montage, hein, je le glisse. Imaginons ça, c'est ma version finale depuis After Effects. Je vais créer une timeline à partir de ce rush. Je vais l'appeler nom de assemblage. On se retrouve avec ça. Et on va venir tout simplement recoller le mix audio, car After Effects a sûrement fait n'importe quoi avec. Donc on va dans notre montage, ou n'importe où il y a le mix audio. On vient tout simplement le copier et le coller sur notre rendu final. Bon, imaginons que ça fasse que ça, parce que là c'est pas du tout la même source. Et là, vous allez pouvoir re-avoir la bonne musique avec les bons cuts, etc. sans problème de fondu ou de volume. After Effects n'est pas du tout fait pour faire du rendu final, ou un rendu de travail. Et là, par exemple, si vous voulez facilement rajouter par exemple une intro ou une outro, je vais chercher dans mes footages, je fais bien ça, je quelque part. Voilà, je prends une intro de la Eden Team, je la glisse, hop, pouf. Ça évite de faire des rendus de tous les effets juste pour rajouter une petite intro. Là j'ai rajouté mon intro, et hop, après il y a la MV. Et imaginons j'ai fait une outro, je peux la faire séparément dans un autre projet, et l'importer comme un bloc. Et donc là, une fois qu'on a notre timeline d'assemblage finie, on va pouvoir, depuis Premiere Pro ou Media Encoder, faire des versions pour le web, c'est-à-dire YouTube, ou à destination de ceux qui veulent télécharger le clip. Pas le même encodage. Par exemple, si on veut un encodage pour YouTube, on va tout simplement aller sur le support de YouTube pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc là, on est sur une page officielle de Google, et si on va dans débit, on va tout simplement avoir le tableau le plus important pour toute personne qui upload sur YouTube. Il décrit en combien de quel est le débit de données qui va être le mieux adapté à chaque format de vidéo. C'est-à-dire que pour du Full HD, en 30 fps maximum, un débit de 8 mégabits par seconde sera appliqué. C'est-à-dire que votre vidéo va être réencodée en 8 mégabits par seconde, c'est tout. Si elle est en plus de 30 fps, ça va être du 12 mégabits. Ce qui est pratique avec ça, c'est que pour la 4K, on va pas faire un encodage aussi léger que pour la Full HD, car YouTube permet beaucoup plus de débit pour les vidéos 4K. Donc là, on parle du 32 à 45 mégabits par seconde. C'est beaucoup plus que 8 mégabits par seconde. C'est pour ça que les vidéos 4K, même si elles sont pas en vrai 4K, sont d'une meilleure qualité. Là, c'était un petit tour sur les règles de YouTube, sur la qualité du débit par rapport à votre format vidéo, 4K ou Full HD, même du 2K, etc. Là, vous avez toutes les infos. Et ça change selon le framerate. Donc il y a encore plus de débit quand c'est au-dessus de 30 fps. Là, la deuxième case ne nous concerne pas parce que nos animés ne sont pas en HDR. Mais si vous utilisez du HDR jour dans vos vidéos, prenez le deuxième tableau en compte. Mais nous, en AMV, on va plutôt se concentrer sur ce premier tableau. Concrètement, ça correspond à ce paramètre, le réglage du débit. Donc, dans le réglage du débit, vous pouvez mettre X mégabits par seconde. On a vu que pour du 4K, c'était 35 à 45. On va pas se gêner, on met 45. Et on voit tout simplement le poids s'afficher en bas à droite. Là, c'est vraiment une toute petite vidéo, donc c'est assez lourd. 300 MO pour ça, c'est moins d'une minute. Votre upload sera un peu plus long, mais la qualité de votre vidéo sera bien meilleure. Et vous pouvez d'ailleurs mettre un débit plus abusé pour votre version DL, mais je conseille de laisser pareil pour YouTube et la version DL. Sinon, il y aura des incompréhensions entre les versions. Si vous participez à un concours, le petit chiffre en bas à droite de la taille estimée du fichier est très important. Imaginons que ce soit 500 MO la limite. Et bien là, je pourrais encore un peu augmenter, genre à 50, et ça sera toujours dans les règles du 500 MO. Une fois que vous avez fini votre AMV, que vous l'avez encodé, à la fois pour l'assemblage et à la fois pour YouTube et à la fois pour le lien DL, vous avez peut-être envie de garder une trace de votre projet sans pour autant galérer à chercher les rushs un par un dans votre disque dur. Il y a une méthode tout simple qui s'appelle la consolidation des projets. Gestionnaire de projet, et là tout simplement il nous propose de choisir une timeline. Là j'ai pris au pif, je mets le montage B2 par exemple. On peut faire ça pour plusieurs timelines, mais là je vais me concentrer sur une seule. Et là on a deux options. Soit on copie tous les fichiers en entier dans une nouvelle location, dans un nouvel emplacement, soit on va carrément encoder les fichiers pour
qu'il y ait uniquement les bouts qui nous intéressent qui soient dans ce dossier de consolidation. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut tout réencoder, mais donc si je fais copier à un nouvel emplacement, je peux parcourir, aller dans mon dossier projet AMV, AMV tuto. En export, je crée un petit dossier, par exemple, consolidation. Hop, je vais dedans, je fais sélectionner le dossier. Et une fois que ces deux étapes sont faites, on peut choisir dans les options d'exclure les éléments inutilisés, c'est très important. Voilà, et on renomme pas les fichiers s'il vous plaît. Et une fois qu'on aura cliqué sur OK, il va se lancer dans une copie du projet. Ça peut durer un certain temps, mais au final, vous vous retrouverez avec un dossier où il y a tout dedans. C'est-à-dire, vous avez tous vos rushs, tous vos footage, toute votre musique en un seul lieu. C'est très pratique si vous voulez l'envoyer à quelqu'un, si vous voulez le garder, l'archiver, etc. J'espère que ce petit tuto V2 sur mon workflow vous aura permis d'y voir plus clair. N'oubliez pas que tout ceci va être précisé dans des petits tutos pour voir des détails, des petits tricks un par un. Là, c'était vraiment une vue globale de comment moi je fais un projet AMV. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.